Est-ce que vous connaissez Walter White de Breaking Bad? Un homme qui mène une vie des plus banales et qui à un moment décide de se lancer sans raison dans le grand banditisme. Eh bien en Belgique, on a une autre Walter White à nous. Sauf qu'il existe vraiment. Et l'histoire que je vais vous raconter, elle est à base de documents dans le slip, de tracts de Didier Reynders et des plus beaux villages de Wallonie. Aujourd'hui, on vous parle de Jean-Claude Fontinoy, sans doute l'homme le plus corrompu de Belgique. Et ouais, c'est l'histoire de Jean-Claude Fontinoy, né en 1945 à Ciney, près de Namur. Il étudie, puis il rentre à la SNCB et il travaille là pendant des années comme ingénieur industriel. Il fait absolument rien de spécial pendant 20 ans. Et tout roule pour JC. Mais à cette époque, la SNCB, elle a entrepris de gros projets, et elle est ruinée. Du coup, le gouvernement veut sauver les meubles et décide de vendre les terrains de la SNCB pour faire beaucoup de cash rapidement. Et il y a un paquet d'oseille à se faire, parce que généralement les terrains de la SNCB ils se trouvent dans les centres-villes. Et si quelqu'un arrivait à savoir à l'avance où la SNCB allait lancer des projets immobiliers, bah ce quelqu'un il pourrait racheter les terrains tout autour et les vendre à très bon prix. Bref, celui qui arrive à savoir quand et où va vendre la SNCB, il peut se faire un sacré paquet de pognon. Et tout ça, ça se retrouve dans un seul document, le plan d'investissement sur 10 ans. Et ce truc traîne sur le bureau d'un des deux chefs de la SNCB sans surveillance. Jean-Claude, dont la vie calme le mène souvent à passer dans ses couloirs, il flaire la bonne affaire. Il remarque les papiers sur le bureau et prend une décision qui va changer sa vie. Il vole les documents. Mais attention, ça se passe avant Internet, les smartphones, tout ça. Il peut pas juste prendre une photo et puis s'enfuir. Son plan à lui, c'est de vite les prendre, d'en faire une photocopie et de les ramener ni vu ni connu sur le bureau. Sauf que rien ne va se passer selon son plan. Son patron arrive plus vite dans le bureau, constate la disparition, et dans le même temps, on retrouve les originaux dans la photocopieuse. Il ordonne à ce moment-là que toutes les sorties du bâtiment soient bloquées. Tout le monde doit être fouillé. Mais heureusement pour lui, Jean-Claude a un plan infaillible. Il cache les documents dans une trappe du plafond et... c'est faux. Il se fait fouiller comme tout le monde, et on retrouve les documents sur lui. Et il y a même des sources qui disent qu'on les a retrouvés dans son slip. On part sur un échec du coup, Jean-Claude, hein. Bon, sa carrière de grand banditisme, elle s'annonce pas hyper bien à Jean-Claude. On pourrait même s'imaginer qu'elle s'arrête là et qu'il se prenne juste un procès. Mais c'est à ce moment-là que va entrer un autre homme dans notre histoire, le deuxième chef de la SNCB dont vous avez peut-être déjà entendu le nom, un certain Didier Reynders. Et JC, c'est un très bon ami, mais surtout le protégé de Didier Reynders. Du coup, grâce à l'insistance de Didier, on ne lui fait pas de procès et il est juste envoyé à la retraite anticipée. Voilà, l'histoire pourrait s'arrêter là, vous allez me dire. On remballe, on rentre chez nous. Mais au contraire, restez bien assis parce que ça ne fait que commencer. On ne devient pas l'homme le plus corrompu de Belgique en foirant seulement un simple vol de documents. En 1999, le même Didier Reynders, il devient ministre des Finances. Et une de ses premières décisions, c'est de rappeler Jean-Claude à ses côtés pour bosser avec lui dans son cabinet. Et il s'arrête pas là avec son protégé. Quelques années plus tard, il le renvoie même à la SNCB comme président. Donc celui qui s'est fait prendre la main dans le sac quelques années auparavant, il revient comme une fleur par la grande porte. Et vous saviez sans doute déjà pourquoi la SNCB ça pue la merde, mais en fait c'est aussi en partie à cause de lui, parce que pendant son mandat, les affaires louches immobilières, elles se sont enchaînées. Des exemples, il y en a plein. Mais le plus frappant, celui qu'on a décidé de vous partager aujourd'hui, c'est celui d'une petite gare du Brabant wallon qui va tremper dans une sale affaire, la gare d'Ottignies. Autour de cette gare, Ackermans et Van Aren, une société de construction gérée par Luc Bertrand, une des plus grandes fortunes de Belgique, a acheté des tonnes et des tonnes de terrain. Et pourtant en 2012, les autorités communales confient à la même entreprise la responsabilité de faire une étude sur le futur du quartier. Rien que ça pose déjà un problème éthique. On se doute bien que l'étude elle va pas être objective tant l'entreprise a d'intérêt dans ce coin-là. Donc là vous le sentez, ça pue déjà un peu. Et c'est bien avec l'appui de Fontinoy qu'ils arrivent à aboutir à un projet. Et s'ils avaient déjà les terrains, s'ils avaient réalisé l'étude, c'est une société qui s'appelle BPI qui va être chargée de la construction. Et devinez qui est l'actionnaire majoritaire de BPI? Eh ben c'est Ackermans Van Aren, la même société. Au total, ils vont construire 900 logements. Alors évidemment, on n'a pas les chiffres exacts, mais on parle de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. À ce stade de la vidéo, vous pensez peut-être que je suis parano. Oui, c'est toujours la même entreprise qui a été chargée de tout. C'est peut-être pas très éthique, mais qu'est-ce qui nous dit que c'est de la corruption? Mais pour vous convaincre, il faut que je vous présente un nouveau personnage. Une jeune politicienne, fraîchement diplômée d'Harvard, que Didier Reynders décide d'engager la même année dans son cabinet. Ah, vous voulez connaître son nom? Bien sûr. Bertrand. Alexia Bertrand. La fille du CEO de Ackermans et Van Aren. Ça vous dit quelque chose? S'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Mais faut bien comprendre qu'à cette époque-là, Jean-Claude il est président de la SNCB, mais il continue de travailler dans le cabinet de Reynders. Donc d'un côté, il gère l'immense contrat avec la société du père, et de l'autre côté, il fait de la politique avec la fille. Le conflit d'intérêts, il est total. Aujourd'hui, Alexia Bertrand, elle est députée bruxelloise et elle est même chef de groupe pour l'EMR. Donc en 2012, c'est plutôt une belle carrière qui s'est ouverte pour elle. Et attention, hein, y a pas que des grandes entreprises qui ont profité de Fontinoy à la tête de la SNCB. L'EMR aussi. Pendant son mandat, des employés de la SNCB étaient obligés d'aller distribuer des tracts
pour le MR et Didier Reynders. Comme ça, comme si c'était normal. Plusieurs cheminots témoignent en disant « Nous les cheminots engagés pour faire tourner des trains, nous avons roulé pour le MR et c'était comme ça à chaque élection. » Le pire, c'est qu'on a même la photo de la voiture du président de la SNCB. Attention, hein, sa voiture de fonction, pas sa voiture privée, qui déborde de t-shirts et de tracts pour l'élection de Didier Reynders. Bah, si tout est permis, alors allons-y. Mais allons-y, quoi. J'en ai d'autres. Alors certes, les grandes entreprises qui travaillent auprès de lui, elles semblent y trouver leur compte. Mais lui, qu'est-ce qu'il y gagne? Qu'est-ce qu'il gagne à traîner dans des magouilles qui pourraient lui valoir des ennuis judiciaires? Pour comprendre ça, on doit aller à la découverte d'un minuscule village perdu en Wallonie, le village de Mosée. En 1996, juste avant sa vie de magouille, il achète une tour dans le village. Une tour qui vaut quelque chose comme 300 000 €. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à s'y installer. Mais entre-temps, il a acheté des dizaines et des dizaines de propriétés. On parle d'une centaine en tout et pour tout. Rien qu'à Mosée, il possède aujourd'hui 17 appartements, 22 maisons, 2 fermes châteaux classées et 8,5 hectares à bâtir. Et quasiment tous les achats sont faits après 2007. Juste après être devenu président de la SNCB. Donc en 15 ans seulement, sa fortune elle a explosé. Alors oui, président de la SNCB, ça paye bien, mais c'est impossible qu'il ait tout acheté avec ça. Un ancien dirigeant de la SNCB raconte: il devrait être très facile de croiser son patrimoine immobilier et les revenus assez limités qu'il a obtenus de ses mandats publics. On verrait tout de suite que ce n'est pas possible de s'enrichir à ce point. Ouais, on n'oserait pas dire qu'il a reçu cet argent pour toutes les magouilles dans lesquelles il a trempé. On n'oserait pas, non. Principalement pour des raisons juridiques d'ailleurs. On n'oserait pas. Et ce village, c'est pas du tout une anecdote, ça lui tient énormément à cœur. Il en parlerait même comme de son petit coin de paradis, au point que pour qu'on lui laisse acheter ses terrains, il n'hésiterait pas à mentir et à menacer les gens. Par exemple, il aurait une fois fait croire qu'il allait classer le château d'un baron du coin, et qu'il ne pourrait plus vivre là, tellement il allait devoir faire des investissements énormes s'il ne lui vendait pas le château. Et le baron, il a pris peur, et il a cédé. Vous l'aurez compris, Jean-Claude, il aime les villages wallons. Et même un peu trop. Et en plus de tous ses mandats politiques, il est aussi trésorier de l'association Les Plus Beaux Villages de Wallonie. Mais si vous voyez les petits panneaux à l'entrée de certains villages, alors ça pourrait être tout à fait innocent, mais en fait cette association, elle fait partie intégrante du dispositif de Jean-Claude Fontinoy. Les entreprises à qui il rendait des services le lui rendaient en faisant des très grosses donations à cette association. Tout à l'heure, on vous parlait d'Ackermans Van Aren. Eh bien, devinez qui a donné 75 000 € en 2015? Non, pourtant, Ackermans Van Aren, c'est une entreprise basée à Anvers. Mais bon, elle a quand même l'air d'aimer énormément le terroir wallon, quoi. Tu te demandes si personne n'a jamais rien vu? Bah bien sûr que tout le monde savait. Tout le monde était au courant. Il y en a plusieurs qui ont essayé de dénoncer. Mais généralement, ça s'est pas très bien passé pour eux. Faut pas jouer avec Jean-Claude Fontinoy. Il y en a qui ont essayé de dénoncer ses magouilles, même au sein de son propre parti. Une autre gestionnaire MR de la SNCB raconte: un jour où j'ai dû trop le contredire à son goût, juste après m'avoir proposé de l'argent, il m'a dit de faire attention, qu'une mort brutale était vite arrivée. Et il a fait pareil avec la chef de cabinet Jacqueline Galland qui était ministre de la mobilité MR. Jean-Claude a d'abord cherché à m'acheter, puis sont venues les menaces. Je devais me méfier de ce qu'il y aurait dans mon verre. Je devais me méfier de ce qu'il y aurait dans mon verre, disait-il. Un empoisonnement, c'était vite arrivé. On sort vraiment la vidéo? On annule, moi je... Bon, on va pas sortir cette vidéo, je crois. On va pas la faire, on va pas la... S'il y a des avis de disparition qui me concernent, n'hésitez pas à chercher à Mosée sous une tour ou quelque chose comme ça. Et quand il a été interrogé en 2019 par le journal Médor sur ces menaces, il a juste répondu « Des menaces de mort, ça me fait sourire ». Et il n'y a pas que des politiciens qui se sont opposés à lui. La sûreté de l'État aussi, elle a essayé. Ils ont vraiment commencé à pas mal enquêter sur lui à partir de 2009. Et au total, il y a 18 rapports de la sûreté de l'État qui mentionnent le nom de Jean-Claude Fontinoy. En fait, des informateurs estiment que son train de vie est tout simplement inexplicable. Il y a en particulier un agent, un certain Nicolas Hullens, qui enquêtait vraiment sur lui et qui commençait à avoir un gros dossier sur lui et Didier Reynders. Mais quand il s'apprêtait à signer et à rendre son rapport, il lui arrivait une bricole. Je vous rassure, il est pas mort, mais il a été contraint de démissionner. Un de ses supérieurs lui aurait dit « Si vous signez ce document, c'est très dangereux pour votre vie, mais également pour la vie de votre épouse et également pour la vie de vos 4 enfants. » Autrement dit, quand vous essayez de vous en prendre à Jean-Claude Fontinoy, vous prenez souvent un mur. Voilà. Alors maintenant, vous connaissez les grandes lignes de l'histoire de Jean-Claude Fontinoy. Toute la fin de sa vie, il l'a sans doute passé à faire le pont et le lien discret entre l'argent du service public et les grandes entreprises privées. Parce que dites-vous bien qu'on a seulement effleuré le sujet. On aurait pu citer tellement d'autres affaires, le Kazakh Gate, la gare de Mons, le parking de Louvain-la-Neuve, l'ambassade de Kinshasa, le QG de la police de Bruxelles. Et pourtant, malgré tout ce qu'on sait sur lui, aujourd'hui, il vit tranquillement à Mosée, profite de ses grandes propriétés et de son immense et mystérieuse fortune. Il n'a jamais été condamné et toujours protégé par Didier Reynders, qui est quant à lui devenu commissaire européen à la justice, figurez-vous. La tuile. Ce genre de système, on a toujours tendance à penser que ça n'arrive qu'ailleurs.
Mais en fait, en Belgique aussi, les grandes entreprises, elles trouvent le moyen de s'arranger avec l'État. Parce que ce qui est si grave dans cette affaire, c'est que tout cet argent, c'est le nôtre, qui se retrouve dans la poche de gens comme ça et de celles d'entreprises comme Ackerman Van Aren. Et tout ça, on n'aurait pas pu vous le raconter sans le travail gigantesque d'un homme, un journaliste d'investigation, Philippe Engels, qui a écrit tout un livre sur Didier Reynders et Jean-Claude Fontenoy, le clan Reynders. Si ça vous intéresse et que vous voulez connaître toutes les autres histoires, je vous le recommande très chaudement. Et pour vous donner une toute petite idée de l'ampleur du phénomène, à la sortie du bouquin, des membres du MR ont juste dit qu'ils s'attendaient à du plus lourd. Ça laisse songeur, hein. Allez, à bientôt les petits hauts.